Bien le bonsoir. Dans l'actualité, cet acte inavouable posé aux parcelles assainies, des statues de Jésus et Marie vandalisées. L'auteur de l'acte aurait été identifié. L'enquête est en cours. Le cardinal Sarr condamne cette profanation qui choque aussi bien les chrétiens que les musulmans au Sénégal. La météo tire la sonnette d'alarme. La mer est dans une phase hostile aux pêcheurs qui s'y aventurent. L'alerte ne semble pas pour autant convaincre certains piroguiers armés que de leurs palangrottes et sans gilet de sauvetage surtout. La maison d'arrêt et de correction de Rebeuss qui déménage. Le terrain qui l'accueille sera mis en vente selon le ministre de la Justice qui l'indique. La nouvelle est diversement appréciée dans le quartier de Rebeuss. L'entretien éclair reçoit Abdoulaye Ndoye du QSEMS, le cadre unitaire syndical de l'enseignement moyen secondaire. L'acte inavouable posé aux parcelles assainies, il s'agit là de la deuxième fois. Des statues de Jésus-Christ et de Marie vandalisées. L'auteur de l'acte aurait été identifié, une enquête est en cours. Le cardinal Sarr condamne cette profanation qui choque aussi bien musulmans et chrétiens au Sénégal. Aux parcelles assainies, les deux communautés vivent en parfaite harmonie, comme un peu partout au Sénégal d'ailleurs. Mardieng Ibrahim Kamara ont effectué ce reportage sur place. La destruction des statues de la Vierge Marie et du Petit Jésus de l'église des Parcelles Assainies touche encore une fois les fidèles chrétiens. Malheureusement, hier, sur le coup de 8h30, quelqu'un est entré dans la cour et avec un bâton, un gros bâton, est venu casser la tête de la Vierge ainsi que la tête de l'enfant. Donc malheureusement c'est la deuxième fois que cela arrive. La première fois c'est le premier dimanche d'avant, donc l'an dernier, au mois de décembre. On ne sait pas si c'est la même personne. L'auteur de cet acte a été identifié et une enquête est ouverte. Mais cette fois-ci, de toute façon, on a pu repérer parce que la police a fait l'enquête. Donc on a pu identifier, mais malheureusement, il a pris la fuite. Plus de sécurité autour de l'église devient un impératif, car les autorités de l'église sont aussi exposées. Si l'église manque de sécurité, parce que pour moi, je pense qu'on va prendre les jeunes catholiques qui habitent ici pour donner, même si 5 mois, on vous donne le salaire de 50 000, c'est bon. Pour assurer la sécurité. Malgré cet acte, il n'y a pas de doute sur la bonne cohabitation entre musulmans et chrétiens. Je voulais souligner, c'est que disons, nous sommes sûrs qu'il ne s'agit pas d'une guerre de religion, entre guillemets. De toute façon, nos frères musulmans sont venus même nous donner les condoléances, quoi. Donc nous n'avons aucun problème pour ce qui concerne, disons, les conflits qui peuvent surgir entre les religions, quoi. Des musulmans condamnent la destruction des statues de la Vierge Marie et du Petit Jésus. C'est quelque chose que je condamne. Je ne suis pas du tout de cet avis. Dans la mesure où nous avons toujours cohabité dans la paix avec les chrétiens. L'enquête suit son cours. Le père Torino recolle les statues détruites. Certains chefs religieux musulmans sont passés à l'église pour compatir avec la communauté chrétienne. Le cardinal Théodore Adrien Sarr condamne bien entendu cet acte. L'archevêque de Dakar rappelle à la raison l'auteur de l'acte qui ne saurait d'ailleurs fragiliser cette entente entre les communautés au Sénégal de différentes confessions. Écoutez-le. Encore un appel que je lance, je l'ai fait plusieurs fois. Les auteurs de ces actes, je leur demande de réfléchir à leurs responsabilités. Je me demande si ce n'est pas des provocations envers la communauté catholique, parce que ce n'est plus des actes isolés, mais des actes qui se répètent. Alors je leur lance un appel. Quand vous voyez des gens qui vivent en paix, se permettent de venir perturber cette paix, c'est grave. C'est devant Dieu que je les interpelle pour leur dire, respectez la paix que vous avez trouvée, respectez la paix que les gens vivent au Sénégal et ne travaillez pas à la perturber. Pour moi, faire cela, ce n'est pas faire l'œuvre de Dieu, mais plutôt l'œuvre du diable qui, lui, ne cherche qu'à diviser et ne cherche qu'à semer la haine et la mort. La météo tire la sonnette d'alarme, je vous le disais en titre, et la jauge est au rouge pour tous les pêcheurs qui s'y aventureraient. Pourtant, des piroguiers font la sourde oreille et s'engagent même dans le Grand Bleu sans gilet de sauvetage. Un reportage de Diafaraba Hawa Signaté. Avec cette mer agitée, ces pêcheurs de Yoff sont obligés de trouver une autre occupation. Aujourd'hui, les jeux de dames
Ils affirment avoir respecté les consignes de la météo. On ne va pas aller faire la pêche parce que la mer, quand il est turbulent, il faut que tu laisses jusqu'à il baisse. Oui, parce que météo, il nous a dit, chaque jour, on écoute les informations de la météo. Si météo, on donne des informations, on va te respecter et on joue avec météo. Chaque jour, on est là pour suivre la météo, pour les cyclones qui viennent avec la mer houleuse. On suit tout quoi. Je dis tous les pêcheurs, chaque pêcheur, quand tu vas aller à la pêche, je veux que tu prends ton gilet sauvetage. Si tu avais avec ton gilet sauvetage, si il y a une catastrophe dans la mer, tu vas sauver. À Soumbédioune, malgré l'avertissement de la météo, ces pêcheurs étaient en mer. Cette fois, la pêche n'a pas été fructueuse. Nous étions partis en mer vers les coups de 7 heures. Il faut souligner que la pêche n'était pas abondante aujourd'hui. Nous savons que la mer était très agitée. Mais comme vous le savez, nous sommes têtus. Et on n'avait même pas de gilet de sauvetage avec nous. Mer agitée ne rime pas toujours avec une pêche abondante. Autre difficulté, dans la plupart des quais de pêche, le port du gilet de sauvetage ne fait pas toujours l'unanimité. Un risque aux yeux de certains. Prudence alors pour les pêcheurs. La maison d'arrêt et de correction de Rebeuss déménage. Le terrain qui l'accueille depuis sera mis en vente, indique le ministre de la Justice. La nouvelle est diversement appréciée sur place. La présence de cette prison dans le quartier gênait certains habitants. En revanche, elle faisait bien l'affaire des petits commerces alentours. Hawasignat et Chérif Dia. L'annonce de la vente de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, un ouf de soulagement pour beaucoup d'habitants de ce célèbre quartier. C'est une bonne chose, hein. La prison, vraiment, ça nous porte préjudice. Je souhaite vraiment que cette prison-là quitte Rebeuss, parce qu'il est temps. Depuis belle lurette, on nous promet ça, mais jusqu'à présent, pas de choses concrètes, quoi. Leur argument, la stigmatisation dont ils sont victimes à cause, disent-ils, de cette prison collée au nom du quartier. Quand on incarcère quelqu'un, on ne dit pas prison Rebeuss, prison centrale de Rebeuss, mais on dit à Rebeuss. Et ça nuit à notre réputation. Ça nous permettra peut-être de respirer un peu mieux. Parce que la prison civile a donné tellement un nom très célèbre à ce quartier-là. Hein? Quand on arrête quelqu'un, au lieu de dire quartier prison civile, on dit toujours Rebeuss. Les journalistes, ne parlent que de Rebeuss. On ne dit jamais la prison civile. N'est-ce pas? Donc ça a donné un mauvais nom à ce quartier-là. Si vous visez la prison, il n'y a pas un Rebussois qui est là-dedans, tu sais. Même si beaucoup de Rebussois en ont marre de leur cohabitation avec cette MAC, tel n'est pas le cas pour les commerçants établis à côté de la prison. En tout cas, nous, ça nous arrange pas. Hein. Parce qu'on est en train de travailler ici. Donc, de tout d'un coup, quitter ici pour partir jusqu'à Sébikotane. On ne connaît pas Sébikotane, on s'habite ici, on vend ici chaque jour. Donc si le prison se déplace, ce n'est pas mieux pour nous. Les détenus, il y a des gens qui sont abonnés ici pour qu'on leur donne chaque jour de petits déjeuners. Mais on vend d'autres clients aussi. Ce n'est pas seulement le prisonnier, mais la plupart c'est les prisonniers. La prison de Rebeuss devait être normalement depuis longtemps des places. C'était un site qui a été construit uniquement, c'était pour le Dakar Plateau avant. La prison de Rebeuss, un patrimoine finalement devenu encombrant pour beaucoup d'habitants du quartier. Un quartier qui, malgré les stéréotypes, se glorifie d'avoir produit d'éminentes personnalités du pays. Lendemain de la fête de l'indépendance, c'était donc la reprise des activités au centre-ville plutôt timide, constat tout à fait aux antipodes de l'appel du chef de l'État à la ponctualité adressé à l'administration sénégalaise. Maimouna Ndiaye a fait le lien et elle était avec Adja Ndiaye. Cet enseignant vient de Tambacounda. Il est dans la capitale pour des affaires administratives. Et ce lendemain de fête complique la tâche. Depuis 8 heures, j'étais là. J'étais passé d'abord au ministère de l'Éducation nationale. Je suis attendu jusqu'à 10 heures pour que les bureaux là, du DRH s'ouvrent. Ensuite, je voulais déposer là-bas
Ensuite, j'ai fait aussi le tour des finances. Là-bas aussi, j'ai constaté qu'il y avait aussi des lenteurs administratives. Je viens aussi jusqu'ici au bureau du building. Là aussi, on m'a donné reporté pour des renseignements jusqu'à 15 h. Mais je risque de ne pas déposer parce qu'aujourd'hui c'est vendredi et je ne peux pas rester ici encore. L'ambiance est tout autre dans cet état civil. Ça veut dire quoi? Moi, c'était pas là, c'était à Poro. Ici, on attend l'officier d'état civil qui doit apposer sa signature. La personne que j'ai trouvée ici m'a tout simplement dit que mon extrait de naissance n'a pas été retrouvé. Le boulot, c'est le boulot, donc ils devraient tous être là et s'occuper de nos papiers. Ces problèmes sont toujours notés les lendemains de fête, d'où l'urgence d'un contrôle efficient de l'administration. L'État doit prendre des mesures, c'est-à-dire envoyer des inspecteurs sur place, de constater effectivement que si les bureaux sont ouverts à 8 h. Parce que vraiment, si les gens déplacent de loin pour venir faire pour faire déposer ou bien demander des renseignements, il faut que les agents doivent rester sur place. Elles sont nombreuses, les populations victimes de ces désagréments de lendemain de fête, des fêtes souvent prolongées. Surtout le lendemain de fête qui tombe en vendredi, c'est souvent le pont avec ce week-end. Tchankessil, c'est dans le département de Bignona. Une bande armée a emporté un important butin, des billets de banque et des marchandises. Les assaillants ont contraint des jeunes en soirée dansante à transporter le butin arraché à des boutiquiers de la localité. Ils ont tiré en l'air, s'engouffrant dans la forêt. Les populations de Biti-Biti, pas très loin, ont trinqué à la santé cette semaine. L'État vient d'affecter un infirmier dans le poste de santé nouvellement érigé sur place. La zone commence du coup à respirer après une bien longue période sans infrastructure moderne. Bakary Konté. Le jeune infirmier d'État Bourama Fabouré et le député Ibrahima Sané ont été accueillis en grande pompe par les populations de Biti-Biti. Un sentiment de gratitude d'abord vis-à-vis des autorités qui ont compris l'importance d'affecter un infirmier d'État à Biti-Biti pour toute la vallée. En attendant, j'espère. Un sentiment de fierté parce qu'au fond, c'est mon rôle de député de me lever chaque fois que ce sera nécessaire. Il est clair que quand vous érigez une case de santé en poste de santé, il faut donner à l'infirmier les moyens de travailler. Je voudrais d'abord saluer quand même le courage, l'engagement de l'infirmier d'État. Sinon, je n'aurais jamais pu. Biti-Biti, situé dans la zone des Palmiers, une localité entourée par des bases rebelles. C'est une fierté pour moi de venir vraiment servir mes parents, quoi. Quand on m'a contacté, je n'ai même pas hésité. Donc moi, ma vocation, c'est si je pouvais aller au fin fond du Sénégal pour rendre service à la population, je le ferais. Parce que c'est un serment que j'ai prêté. Une occasion pour le PCR de la localité de déplorer le comportement de certains entrepreneurs. Moi, je dis le fait de dire qu'il y a l'insécurité dans la communauté de la Lignaki. Il y a l'insécurité dans la zone des Palmiers est un prétexte. Est un prétexte parce que tout simplement, en Casamance, l'insécurité est nulle part et partout. Mais quand même, il y a des moyens pour contourner ce que les gens disent l'insécurité. Cela veut dire quoi? Vous regardez, prenez aujourd'hui les programmes de l'État. Si l'État aujourd'hui, je ne dirais pas se contente de lancer tous les marchés à partir de Dakar et que les entrepreneurs qui sont à Dakar, ils essaient de soumissionner, ils gagnent les marchés. Après, arriver à Ziguinchor, on dit non, je ne peux pas aller à Biti-Biti parce qu'il y a l'insécurité. Là, je donne la responsabilité entière. C'est à l'État cette responsabilité. Selon les populations, la mise en place des infrastructures participe au processus de paix en Casamance. Un tout autre vent souffle sur le village de Ngouy, à 3 km de Pété. Ni eau, ni électricité, même pas l'ombre d'un poste de santé. Le rapport avec le fleuve Sénégal assez singulier. Autant ce fleuve étanche leur soif, autant il envahit leurs maisons et détruit leurs champs à certaines périodes de l'année. Alioune Diagne, Fatima Ba. À quelques mois de l'hivernage, les habitants de Ngouy, ce village situé à 3 km de Pété dans le département de Podor, vivent avec la peur de revivre leur drame de l'année passée. Les eaux du fleuve avaient envahi leurs maisons et détruit leurs champs.
Vous savez, l'année dernière, c'était difficile pour nous. Les eaux de fleuve avaient envahi nos maisons. La nuit, on ne dormait pas. Même pour aller à Pété, il fallait prendre une pirogue. Nos champs ont été détruits par les eaux du fleuve. On en a vraiment souffert parce qu'en tant que paysans, on ne vit que ce que nous cultivons. À ces difficultés s'ajoute l'absence d'électricité, de forage et de postes de santé dans ce village. Ils vivent un véritable calvaire. Les médecins nous disent souvent que ce n'est pas prudent de boire l'eau du fleuve. Mais comment faire? On n'a pas de forage. On n'a pas de carte de santé, on n'a pas de forage, il n'y a rien d'autre. Peut-être on boit l'eau du fleuve. On a aussi deux puits qui sont là, qui alimentent les maisons là. Et les populations interpellent les autorités face aux multiples maux dont souffre la contrée. Nous souffrons vraiment dans ce village. Nous faisons aussi partie du pays. Nous méritons plus de considération. Là, on appelle aux autorités pour qu'ils nous viennent à bout, pour qu'ils nous viennent en aide pour un jour que nous puissions obtenir un aide à travers l'autorité pour qu'ils nous construisent un forage ici et un poste de santé au profit du villageois. Comme Ngui, d'autres villages environnants vivent cette même situation. Ces populations se sentent marginalisées. Et puis cette paix de l'âme, cette musique de l'âme, la musique pour justement essayer de tempérer toutes ces difficultés, pour parler de Pape et Cheikh qui célèbre la femme demain soir au Grand Théâtre, le brassage culturel qui sera au rendez-vous selon ce tandem qui déclare avoir investi près de 20 millions de francs CFA pour le succès de ce concert. Pape et Cheikh devant la presse cet après-midi. Aliatala a été du lot avec Adjandiaï. 8 mois après la sortie de l'album Esprit Live, son auteur, le groupe Pape et Cheikh, étend ses tentacules. Il décide de se produire au Grand Théâtre, une occasion pour les membres du groupe de rendre hommage à la femme et promouvoir la diversité culturelle. Il est impossible de faire de la musique sans se référer ou rendre hommage à la femme. Nous avions choisi d'organiser le concert le 8 dernier, mais ça a coïncidé avec une manifestation religieuse. Nous l'avons repoussé à la date du 6 avril, tout en maintenant le même thème. Le groupe Pape et Cheikh ne lésine pas sur les moyens pour la réussite de l'événement qui se veut exceptionnel. Plusieurs artistes comptent jouer leur partition pour rehausser le concert. Il y aura des artistes invités, normalement il y aura, Inch'Allah, Ismaël Lo sera de la partie, c'est un maestro du folk. Il y aura aussi Baba Mal, donc, qui est un grand frère aussi pour nous. Il y aura aussi Ablaye Mbaye, donc, qui a chanté avec Pape, donc Begabar. Il y aura Grand Jimmy Mbaye, guitariste, que nous aimons bien aussi. Il y a aussi d'autres artistes, d'autres comédiens qui seront invités. Quoi. Voilà, je pense qu'il y aura des surprises là-bas. Après le concert du Grand Théâtre, une tournée nationale est prévue. Le groupe Pape et Cheikh compte également œuvrer dans le social pour le bonheur des populations. Nous restons avec cette nourriture de l'âme pour parler du groupe Number One qui retrouve la scène après 30 ans d'absence. Eh bien, la promesse a bel et bien été tenue, Ibou Diouf. L'orchestre Number One, ou ce groupe mythique, après plus de 30 ans de retrait sur la scène musicale sénégalaise, le retour de l'un des meilleurs groupes de l'histoire de la musique Made in Sénégal a été annoncé en fanfare et pour le grand plaisir de ces milliers de fans qui n'ont pas voulu rater cet événement. Des fans témoins des années de gloire du groupe Number One et de jeunes férus de ses mélodies. Ils étaient tous de la partie.
Le groupe a perdu plusieurs artistes, des membres fondateurs du groupe Number One. Dès lors, il fallait trouver des jeunes talentueux pour marquer cet événement. Des belles notes pour ces nostalgiques du bon vieux temps. Des moments de plaisir pour les plus jeunes qui quand même ont eu droit à un concert d'anciens de grands talents. Number One ràññeeku woon lool ci ay jamonoom ci wàllu musique lu ëpp tey fanweeri at gannaaw ba ñu. Mafatou, la page des sports, bonsoir. Bonsoir Khalifa. On démarre avec de la lutte. Gouigui qui intègre désormais le cercle des VIP de l'arène sénégalaise. C'est du moins la conviction des supporters du lutteur, membre de l'école Morfadam. Ce matin, nous sommes allés prendre la température au lendemain de la victoire donc de Gouigui à la cité Sonès, fief du lutteur, vainqueur hier, on le rappelle, de son combat contre Ness. Reportage Chertigan John, image Mardien. Lendemain de combat à la cité Sonès de Guédiawaye, fief de Gouigui, les supporters du roi du Saint-Pi soutiennent que le poulain de Morfadam s'est bien préparé en endurance. Par contre, la rapidité et l'efficacité n'avaient pas leur place lors de cette confrontation. On a noté un peu de technicité. Ness a tenté des actions, mais en vain. Avec la forme des jambes de Gouigui, il croyait qu'il peut le battre en une fraction de seconde. Tout le monde est content de Gouigui. On constate même une forte mobilisation des supporters. L'équation n'est résolue en 22 minutes. Les supporters estiment qu'il a droit de se frotter à n'importe quel adversaire. Il est désormais dans le cercle des VIP. Cette victoire peut conduire Gouigui avec Papa Sow ou bien Gris Bordeaux ou encore le vainqueur entre Modulo et Emerson. Constat. Les supporters du Saint-Pimane se disent satisfaits de la prestation de leur leader qui selon eux a désormais une maturité technique qui fait de lui un adversaire sérieux pour quiconque. La lutte place au football avec la Ligue 1 sénégalaise, 13e journée du championnat, 3 rencontres au programme demain. Dakar Université Club contre Guédiawaye FC, Assur contre Touré Kunda, AS Pikine, AS Linguère. Cette 13e journée se poursuit dimanche avec 3 autres rencontres. Diaraf, 2e au classement, reçoit le 3e Olympique de Ngor. Les Ngorois, en réalité, la bonne surprise de cette première partie de saison du championnat de football. L'équipe du village Lébou est 3e du classement après 12 journées alors qu'elle vient d'accéder à l'élite. Son président Rémi Gito estime que cette réussite est le résultat d'une bonne préparation et surtout d'un effectif constant. Il est au micro de Cher Sadibou Diarra, image Colossissé. On a vraiment une préparation physique assez longue, de 6 semaines à 7 semaines, avant les matchs. Quelque part, donc, c'est une préparation physique comme on fait en Europe, assez dure. Hein, parce que c'est un préparateur physique 2e degré athlétisme. On a fait une grosse préparation physique. Bon, puis il y a le secret, c'est le fait aussi, on a le même groupe depuis 3 ans avec Sidat. Donc c'est le même groupe, c'est facile d'interchanger. Vous savez, c'est pas bon quand des équipes changent d'entraîneur, changent de joueurs. Donc on renforce et puis c'est tout, on n'a qu'à renforcer et jouer avec la base, quand la base est bonne. C'est comme une maison, les fondations elles sont bonnes. Le reste, moi je reste toujours modeste, c'est toujours le maintien. C'est sûr qu'on essaie de faire un peu les troubles faits en tête du classement, on espère d'avoir ces choses. Maintenant de dire, vous jouez le titre, non, c'est complètement idiot de dire de jouer un titre quelque part, surtout qu'on n'a pas passé la moitié. Voilà, donc les Ngorois 3e au classement qui affronte Diaraf, ce sera dimanche. Et au programme de cette 13e journée, toujours, Diambar qui affronte l'AS Douane, l'US Gorée affronte Yego. Le dernier match se joue lundi entre NGB et Port. La rencontre Uzo Casasport est reportée et pour cause, les Casacés sont actuellement au Mali dans le cadre des 16e de finale. Le retour de la Ligue africaine des champions, l'équipe de Ziguinchor qui avait perdu au match aller 1-2. C'était à Dakar, donc obligation de résultat
pour passer au prochain tour. Et puis quand les infrastructures sénégalaises inspirent dans la sous-région, en Guinée, le club d'Oroya veut donc s'inspirer du modèle du complexe Dakar Sacré-Cœur. Son président, Mathieu Chupin, a été invité à Conakry pour aider Oroya à réaliser ce projet. Il est ici au micro de Cherti Diao. Le président d'Oroya, le grand club guinéen, qui a l'ambition de construire un complexe à 20 km de Conakry, en s'inspirant de Dakar Sacré-Cœur. Donc on va essayer de travailler ensemble sur ce projet. Donc je suis venu déjà mettre les premiers jalons de cette collaboration. Oroya, comme Dakar Sacré-Cœur, l'ambition d'être dans les prochaines années un grand club africain, un club bien sûr avec un centre de formation, mais également une équipe première performante. Et pour arriver à ces résultats, Oroya doit obligatoirement se doter d'équipements sportifs de qualité. Donc ils ont acheté ce terrain qui est immense, j'irais juste en dehors de Conakry. Et ils projettent de faire donc un complexe associant une base un petit peu d'accueil loisirs, une base également d'excellence de formation et une base pour leur équipe première, leur équipe professionnelle avec gazon naturel, gazon synthétique. Et nous allons apporter notre expertise, notre expérience de Dakar Sacré-Cœur pour réaliser ce beau projet. Et puis on termine avec du football, mais cette fois-ci sur la scène internationale. Chelsea, Fenerbahçe et Benfica se rapprochent des demi-finales de l'Europa League, s'imposant tous avec 2 buts d'écart devant le Rubin Kazan, la Lazio de Rome et Newcastle. Les matchs joués à l'occasion des quarts de finale de cette compétition européenne. Seul suspense entre Tottenham et Bâle, 2 équipes qui se sont quittées sur un score de parité. Récit de Cher Sadi Boudjara. Tenant du titre de la Ligue des Champions, Chelsea prend une option sur les demi de l'Europa League en dominant nettement Rubin Kazan sur le score de 3 buts à 1. Fernando Torres, auteur d'un doublé, et Victor Moises sont les buteurs. Cependant, Fenerbahçe est l'équipe la plus proche du dernier carré. Les Turcs ont battu les Italiens de la Lazio 2 buts à 0 grâce aux réalisations de Webo et de Dirk Kuyt. Tombeur de Newcastle, Benfica a pourtant été surpris dès la 12e minute par un but de Papis Cissé. Mais les Portugais sont finalement sortis vainqueurs grâce au but de Rodrigo, Lima et Cardozo. Enfin, Tottenham et Bâle se sont neutralisés 2 buts partout, au terme d'un match à rebondissement. Les 6 mènent 2 buts à 0 après 40 minutes. Les Anglais parviennent à égaliser avec 2 buts de Adebayor et Sigurdsson pour préserver leur chance de qualification. Rendez-vous le 11 avril pour les quarts de finale retour. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive. Excellent week-end à vous, Khalifa. Excellent week-end, Mame Fatou Ndoye, même si vous n'en avez jamais à cause des activités sportives qui dominent très souvent les week-ends. L'entretien est clair dans un instant. Abdoulaye Ndoye du QSEMS, cadre unitaire syndical de l'enseignement moyen secondaire. Avec nous ce soir, Monsieur Mbouch, bonsoir. Bonsoir. Alors nous parlons essentiellement ce soir de la toute dernière actualité, la plus fraîche, l'adresse à la nation du chef de l'État. Vous l'avez suivi. Comment, en ce qui concerne l'éducation, vous l'avez apprécié? Je vous remercie. Nous sommes restés sur notre foi. Pour nous, c'est des vœux pieux. Parce que le 3 avril 2012, le président avait dit qu'ils allaient engager des négociations sur chaque plateforme. Le 3 avril 2013, le président nous dit qu'ils sont disponibles au dialogue. Ce que nous attendons du président de la République, c'est de manifester une volonté politique en ce qui concerne la gestion du secteur de l'éducation. Qu'il y ait de nouveaux paradigmes, une nouvelle approche pour la gestion de ce secteur. Et également, ce que nous attendons du président de la République, c'est également que les questions élémentaires, notamment les salaires, parce que l'État ne paye qu'après service fait, que les salaires soient payés à date échue, les salaires des corps émergents en même temps que les autres agents de la fonction publique. Mais que ces salaires, conformément au protocole d'accord que le gouvernement a signé avec le QSEMS en 2011, soient intégrés progressivement dans la masse salariale. Ce que le QSEMS et les enseignants et le peuple sénégalais attendent du président Macky Sall, qu'il soit à équidistance des syndicats, parce qu'il a été élu par l'ensemble du peuple sénégalais. Qu'est-ce que vous entendez par être à équidistance des syndicats? Nous ne voulons plus entendre d'enseignants à pair, parce que nous avons souffert des enseignants de la génération du concret. Qu'est-ce que vous faites de la liberté d'association, monsieur? Oui, mais il faut que le président soit à équidistance, qu'il comprenne qu'il n'est pas un président d'un parti ou d'une ethnie, d'une région ou d'un groupe. Quel acte a-t-il posé qui vous fait croire qu'il n'est pas... En recevant les enseignants de l'APR, le président aurait pu recevoir les syndicats qui représentent légitimement les enseignants. Vous en avez formulé la demande?
même si on ne formule pas la demande... Oui ou non, monsieur Ndoye? J'ai dit, même si on ne formule pas la demande, le président a été nommé, connaissant les priorités et les problèmes du Sénégal, l'école étant une question essentielle, le président doit s'autosaisir cette question et trouver des solutions. Je voudrais terminer par dire que ce que nous attendons du président de la République, c'est que non seulement ces questions élémentaires soient réglées, que le président manifeste la volonté politique, mais qu'il y ait un arbitrage du président de la République concernant les négociations pour l'alignement de l'indemnité de logement sur celle des autres agents de même niveau de qualification, pour le doublement de l'indemnité documentaire, pour les années de vacation et de contractualisation. Nous demandons au gouvernement de respecter le principe de parallélisme des formes. On l'a appliqué pour les décisionnaires. Je voudrais terminer par là. Oui, on l'a appliqué pour les décisionnaires. Nous voulons que ces mêmes dispositions soient appliquées pour les titulaires. Alors en tant qu'enseignant, pourquoi à chaque fois, notamment quand vous avez des points de revendication, pourquoi vous sautez, vous brûlez la tutelle pour vous adresser directement au chef de l'État? Non, on n'a pas brûlé la tutelle. J'ai dit, l'année dernière, on a frôlé de justesse l'année blanche. Il a fallu la maturité, le patriotisme et le sens élevé des enseignants pour que l'année soit sauvée. Nous avons suspendu les enseignements. Nous avons repris les enseignements, nous sommes retournés dans les salles de classe. Nous avons participé, nous avons participé aux examens sans préalable, sans condition. Le gouvernement nous avait dit de lui donner le temps. Nous, en ce qui nous concerne, nous avons honoré tous nos engagements. Ce que nous attendons de ce gouvernement, c'est qu'il honore ses engagements. C'est un entretien et ce n'est pas une déclaration. Oui. Donc vous me permettez de poser mes questions. Alors, quels sont vos rapports avec le ministre de tutelle? Depuis le début, vous parlez du chef de l'État. Oui, non, j'ai dit par rapport, parce que le chef de l'État, c'est lui qui est au-dessus de tout, c'est le chef suprême des armées, c'est le gardien de la Constitution. Oui. Quand il y a des blocages au niveau ministériel, au niveau du gouvernement, le président doit monter au créneau pour arbitrer. Aujourd'hui, il y a des blocages au niveau des négociations et nous pensons que le président, l'école étant une priorité au cœur des préoccupations des Sénégalais, et le président lui-même, il l'a dit, il dit que la qualité de la formation et de l'éducation sont des questions essentielles pour lui. Et nous pensons que fort de cela, le président doit monter au créneau, arbitrer pour qu'on trouve des solutions durables au bénéfice des enseignants, des élèves et du peuple sénégalais. Alors, quels sont les blocages dont vous faites allusion? Non, le premier blocage, nous avons dit, il y a d'abord ce qu'on appelle des questions élémentaires. Au moment où nous parlons dans la région de Saint-Louis, Podor, Matam et Kolda, des indemnités restent impayées. Très bien. On ne peut pas accepter que l'État reste sans payer des salaires, alors que l'État ne paye qu'après service fait. Et nous avons été étonnés lorsque le président lui-même l'a dit, que je n'étais pas informé qu'il y a des salaires qui sont impayés dans le secteur de l'éducation, alors que le secteur de l'éducation engloutit 40% du budget. Et aujourd'hui, ces questions doivent être dépassées pour qu'on puisse se tourner résolument vers les questions structurelles. C'est-à-dire que les négociations entamées, notamment les questions pédagogiques, les passerelles, la création du corps des administrateurs scolaires, le reversement des maîtres d'éducation physique dans le corps des professeurs de collège, et la formation diplômante des professeurs, les reclassements, l'alignement de l'indemnité de logement des professeurs sur celle des autres agents de même niveau de qualification. Nous voulons que toutes ces questions qui ont été abordées dans le cadre des négociations, que ces questions soient réglées et au-delà de ces négociations, que les concertations que le président avait lancées depuis le 3 avril 2012, qu'on puisse y aller en impliquant tous les acteurs du système éducatif pour trouver des solutions durables à la crise. Très bien, donc c'était là mon avant-dernière question. Donc la question des assises de l'éducation, selon vous, quelle serait la bonne démarche pour qu'on puisse en tirer le meilleur? Inclusif, il faut impliquer tous les acteurs du système éducatif. Il faut des termes de référence, faire en sorte qu'en amont comme en aval, qu'il y ait une harmonisation, une communication entre les autorités, les syndicats, les partenaires de l'école. Mais également, il faut qu'aujourd'hui, parce que nous avons entendu au niveau de la DRH, s'en prendre, et c'est une déclaration malheureuse, inopportune, impopulaire, le contexte ne s'y prête pas,
qu'ils se le tiennent pour dire. L'année dernière, les enseignants ont fait preuve de courage. Oui. Nous avons 45 secondes encore. Oui. Alors, j'aimerais juste savoir si dans vos différents plans d'action, vous avez déjà envisagé une méthode, une alternative à la série de grèves, une méthode qui ne prendrait pas en otage notamment le système éducatif. Les enseignants n'ont jamais pris en otage les systèmes éducatifs. Parfait. Je voudrais vous dire une chose. Toutes les luttes que nous avons menées depuis 2007 sont des luttes défensives. Parce que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements, parce que le gouvernement a violé la Constitution en refusant de nous le droit élémentaire à la négociation, parce que le gouvernement ne paye pas les salaires à temps, parce que le gouvernement ne paye pas les indemnités, parce que le gouvernement refuse de négocier sincèrement avec les enseignants. C'est justement toutes ces questions qui sont à l'origine des perturbations. Très bien. Mais un enseignant ne veut pas de grève. S'il fait la grève, c'est la mort dans l'âme. Merci beaucoup Abdoulaye Ndoye du QSEMS, le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire. Excellent week-end. Bonsoir sur TFM.